Jeudi encore, quand rentrer la caillou, dans leur émission L'Interview, et jeudi, nous gagnons avec nous, c'est économiste James Louis, avec nous allons faire un petit garder qui conséquence crise politique là lui-même les gagner sur l'économie nationale là, font un petit garder et taux d'échange là, font un petit garder également taux de croissance là et avec des chiffres à l'appui pour qu'à permettre que vous ayez une idée de qui ça n'a vivre et de qui côté que nous y est, qui t'est moins souhaité James. Alors bienvenue sur le plateau Pacifique Matin. Eh bien, bonjour, merci Edal, merci Bernal, le fait que vous bonne opportunité matin pour nous parler et essayer d'analyser en situation économique pays. C'est vrai que pendant ces derniers jours, nous avons vécu une situation vraiment difficile et parfois on se demande est-ce qu'on a intérêt normalement à vivre encore en Haïti. Mais je sais qu'il y a des situations vraiment difficiles qui arrivent dans tous les pays. Il revient normalement aux autorités, il revient à nous, Haïtiens, normalement, de se mettre ensemble pour essayer, pour nous sauver bac là, nous à travers une situation vraiment difficile que nous avons vécue, je veux dire. Merci beaucoup. Déjà, avant même que nous rentrions dans l'émission, quittez-nous pour une minute pour seulement dire auditorio ou du moins tous les amis qui peuvent regarder télévision Pacifique et dans l'émission pour dire qui est-ce qui James Louis. Donc, non pas c'est à Louis James, donc je suis économiste de formation, donc moi détenteur d'un master en économie, en spécialisation en intelligence économique et stratégie de développement, également détenteur aussi d'un master en gestion des projets de développement, une spécialisation en suivi évaluation et gestion axée sur les résultats, également aussi une licence aussi en analyse économique. Et donc, je suis enseignant, oui, m'enseigner à l'université, dans plusieurs universités, mais également dans un passé récent aussi, je travaille dans ONG. Et finalement, on connaît qu'avec la situation économique et que nous vivons à travers le monde, il y a un peu de partenaires au développement qui ont décidé de continuer à financer des ONG. ONG au une partie, et puis normalement, nous retrouvons le non-chômage qui est non capable de dire qu'ils sont chômage frictionnel. Mais également, en dehors de ça, tout, j'aime tout dire tout à l'heure, mais aussi il y a un cabinet d'études que nous mettons sous pied avec 2 3 collègues qui nous étudions ensemble et c'est là qui regorge normalement ensemble d'activités que nous menons sur le terrain. En gros, c'est ça et nous sommes membres de l'association des jeunes économistes et également nous publions plusieurs articles, nous faisons plusieurs débats, nous animons aussi plusieurs séminaires et nous avons des activités sociales que nous faisons en Haïti. Merci beaucoup, Monsieur Louis. La crise politique haïtienne a ruiné l'économie nationale. Ça arrivait au fond un diagnostic, ça arrivait au fond parler, sans identifier. Et bon, et déjà, on connaît que lorsque nous sommes dans une situation d'instabilité politique, il n'est pas capable de créer que ça n'a pas vu aujourd'hui. Et en dehors de ça, il y a 2 dimensions qu'il faut aborder la crise. Il faut aborder la crise sur le plan structurel et également aussi il faut aborder la crise sur le plan conjoncturel. Depuis les années 86, on a constaté que le pays n'a jamais connu une certaine stabilité économique, une stabilité politique et ce qui a engendré aussi une crise sur le plan économique qui, je ne dis, nous avons tous les indicateurs macroéconomiques qui sont au rouge. Nous avons normalement une faible croissance de 1,5%, nous avons un taux d'inflation qui à 15,1% en glissement annuel et nous arrivons dans une situation où la balance commerciale se détériore au jour le jour. Maintenant, il va falloir regarder qu'est-ce qui ont engendré normalement ces éléments. Et finalement, qui ça nous comprendre que l'instabilité politique en Haïti, il a un rôle considérable, il a un impact considérable sur la situation économique là. L'arrivée dans une société tant qu'Haïti où on va regarder finalement que la capacité productive du pays, c'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité de produire. La capacité productive, c'est-à-dire que l'ensemble des facteurs de production qui est capable de permettre que nous améliorions la situation de conditions de vie mondiaux, n'est pas au rendez-vous. Pour la simple bonne raison, à chaque fois, autant des crises politiques, il y a des manifestations. Et à chaque fois qu'il y a une crise politique, il y a une manifestation, il y a 3 éléments qui arrivent au niveau de l'économie. Premier bagage qui gagne, c'est que les investisseurs ne sont pas en confiance. Étant donné que les investisseurs ne sont pas en confiance, ils ne peuvent pas jamais entrer dans la dynamique finalement pour être capable normalement créer plus d'emplois. Deuxième bagage qui gagne, qui arrive, l'État arrive dans une situation que recettes a diminué de façon considérable. Or, il ne faut pas oublier que l'État, pour faire alimenter la machine économique, pour alimenter le système en ce qui est entré normalement au budget de fonctionnement, mais également au budget d'investissement, il va falloir que l'État gagne recettes. Et nous tous connaissons comment recettes hier, recettes c'est DGI, recettes c'est douane, recettes c'est l'ensemble des entreprises qui payaient, ça ne capable les impôts pour les revenus, pour ça ne capable les employés. Donc, l'État arrive dans une situation de pas qu'à collecter. Si l'État va qu'à collecter, ou pas qu'il y ait rien, ou capable attendre
nous parlons améliorer la situation et de vie mondiale par rapport à ensemble de décisions macroéconomiques qui doivent prendre. Deuxième bagaille. Avant de continuer, monsieur l'économiste, là que l'État a une difficulté pour le collecter, qui ça qui souvent à la base de rareté ou absence comme carré? Bon, mais alors, difficulté l'État qu'on gagne pour le collecter, il est capable de deux ordres. Premier ordre, là, il est capable de gagner, c'est parce que normalement, en ce qui a trait à l'organisation même de l'État, la façon dont nous collectons impôts, la façon dont nous collectons taxes. Vous voyez, c'est une difficulté que l'État a gagnée. Deuxième difficulté que l'État a gagnée pour le collecter, c'est le fait que l'ensemble des entreprises et qui, normalement, permettent à ce que l'État lui-même est capable de collecter la caillou, entreprise autour, il y a des problèmes, des difficultés. Parce que si une entreprise pas produit, imaginez donc une entreprise pas produit, l'entreprise n'a pas vendre, n'a pas gagné les mêmes recettes que l'entrée pour payer l'État taxio, la retrouver non réellement difficile pour que l'État lui-même arrive à faire face à ensemble d'obligations qu'il gagne vis-à-vis du citoyen, qui s'agit normalement de collecter taxio, mais redistribuer sous forme de biens et de services. Donc par conséquent, après l'État arrive en difficulté normalement pour assumer pleinement responsabilité. Et qui ça qui fait ça? C'est parce que tout simplement nous retrouvons dans une situation d'instabilité politique et au saut de garder, De longue durée. de longue durée. Nous sommes 2 semaines de pays loc, regardez ça qui passe, la douane, regardez ça qui passe, investisseurs yo pas en confiance, la douane pas capable de collecter assez d'impôts, assez de taxes, DGI pas capable faire même bagarre là tout. Finalement nous retrouvons dans une situation qui ont un impact considérable normalement sur la mise en application du budget 18-19 parce que budget 18-19 là, on prend une grande part de ce budget est lié normalement par rapport à des institutions de collecte d'impôts qui gagnent à pas yo doit porter tout dans le budget de l'État. Donc si réellement l'État arrive dans une situation par rapport à la crise pays local là, l'État pas capable honorer et engagement vis-à-vis normalement de citoyens qui normalement ont obligation de redistribution, ça ne capable les taxes sous forme de biens et de services. OK. Avec un taux de croissance 1%, c'est ça? Non, un taux de croissance 1,5%. 1,5%. Avec un taux d'inflation de 15%? 15,1%. 15,1%. Je dis, différence là, c'est qui s'allie, c'est qui impacte les descendent le niveau ça que vous gagnez. Bon, et généralement, l'augmentation de croissance de 1,5%, donc, tu as une prévision de croissance qui est faite pour 2,53%, et d'ici de l'année fiscale là, nous connaissons 2018-2019 là, on connaît finalement le pape Kakembe. Le pape Kakembe pour la simple bonne raison, parce que l'État nous retrouve dans une situation avec un pays qui lock, c'est-à-dire la capacité productive du pays vient diminuer de façon considérable. Donc, normalement, nous sommes loin d'être à espérer un taux de croissance 1,5%. Maintenant, un taux de croissance 1,5%, ce n'est pas ça qui est vraiment problème. C'est le fait que, normalement, c'est vrai que la capacité pour nous créer richesse de jour en jour vient très faible, mais également aussi, il n'y a aucune mesure qui mettait en place en matière de santé, de politique démographique, tout, qui est capable de permettre que taux de croissance, même s'il est faible, mais pour ne pas arriver dans une situation vraiment difficile. Donc, je dis, mise en place ça, politique ça, on va parler là, qui est-ce qui t'a le fait? Bon, il revient normalement à l'État. 1,5%, croissance démographique 2,1-2,2%, c'est-à-dire la croissance démographique est nettement supérieure par rapport à la croissance économique, ça crée plus misère. Et plus chômage, plus difficulté, parce que si nous gagnons de jour en jour, nous créons moins de richesse, gagnons plus de monde, gagnons plus de bouche pour nous manger, vous voyez, gagnons plus de monde pour améliorer les conditions de vie, et pendant que le niveau de richesse qui crée est très faible. Par conséquent, ça peut engendrer l'autre bagaille que chômage, il peut engendrer l'autre bagaille que pauvreté, il peut engendrer l'autre bagaille que la misère. 10 jours pays local, est-ce que vient aggraver davantage la situation économique là? Ah oui. Considérablement, il y a, bon d'ailleurs, nous déjà connaissons déjà 10 jours de pays local là, non pas l'obliger la croissance économique à la baisse. 10 jours de pays local là, il va avoir un impact considérable sur le budget de la République parce que budget, j'en ai expliqué tout à l'heure là, c'est recettes et recettes nous avons des décisions de collecte qui là, qui c'est DGI, qui c'est la douane qui là pour collecter impôts et taxes yo pas fonctionné pendant période ça, donc l'État perd un paquet de cob. Est-ce que je dis à nous en mesure pour nous capable et un chiffre concernant combien de cob que ça l'État a perdu pendant
10 jours là nous pas un ensemble de données parce que DGI, la douane et yo pas mettre à la disposition du grand public là qui ça nous perdu en termes de taxes et impôts. Donc par conséquence, étant donné que nous sommes dans une situation d'instabilité politique, il va avoir un impact considérable ni sur la croissance, il va avoir un impact considérable sur la productivité des entreprises, il va avoir un impact déjà sur le chômage parce qu'il y a un pile monde qui travaille dans une série d'entreprises où on a constaté à partir de 10 jours pays là, il y a un pile pompe gasoline qui boule, il y a un supermarché qui pillé, il y a un peu l'institution qui va saliser, il y a un peu l'institution aussi qui connaît des situations vraiment difficiles. Par conséquent, l'État va retrouver nos situations toutes et projection que nous avons fait, nous obligés à la baisse parce que l'État n'est pas capable normalement honorer l'engagement. OK. Mais qui c'est qui la cause? Ici en Haïti, gagné des années que nous ne connaissons pas pièces catastrophes naturelles, nous ne connaissons des moments et de troubles exagérés, soit permettez-moi de dire comme ça, et nous toujours des difficultés pour nous collecter ça que nous gagnons comme objectif sur l'année fiscale. C'est la cause ça. Et bon, par exemple, on prend 2018. Alors oui, 2018, c'est vrai que nous pas connaît des moments de catastrophe naturelle, certes, mais cependant, il faut que nous regardions le tout sur le plan macro. Sur le plan macro, regarder comment est-ce que l'État organise, l'organisation même de l'État en ce qui a trait à San Carolé et collecter taxes, collecter impôts. L'État n'est pas organisé. Il n'est pas organisé pour la simple bonne raison. Ça fait plusieurs années, moi-même, je vous dis, je trouve que le système fiscal haïtien, non. Le système fiscal haïtien, on doit normalement avoir de nouvelles politiques fiscales. Le système fiscal haïtien, pour moi, est désuet pour la simple bonne raison parce qu'il n'y a pas une meilleure organisation pour que l'État arrive à collecter taxes et impôts. Mais en dehors de ça aussi, il faut regarder, il faut prendre en considération, ça ne capable la question de contrebande. Dans un passé récent, gagner des chiffres qui avancent qui fait que nous avons plus de 60 milliards de gouttes que l'État perdu normalement sur la frontière presque chaque année. Mais regardez dans la déclaration, on annonce à la nation et le Premier ministre en fait. Il dit que normalement, on a 60 milliards de gouttes. Il va falloir que nous cherchions au moins plus ou moins 30 milliards de gouttes ça, pour nous ajouter normalement à San Kababoulé le budget de la République. Et tout ceci, ce n'est pas parce que nous n'avons pas des catastrophes naturelles, mais c'est parce qu'il y a une désorganisation au niveau de l'État. Et non seulement une désorganisation au niveau de l'État, mais également aussi la politique fiscale qui est en train de mettre en œuvre aussi. Et c'est une politique qui est désuète, qui ne permet pas à l'État de collecter assez de taxes et d'impôts. Et par conséquent, nous toujours gagnons parce que nous n'avons pas qu'à parler de développement économique et social si nous pensons qu'en amont, c'est toujours les dons, les bailleurs. Donc, il va falloir que nous organisions à l'interne en tant que pays pour nous avoir plus de capacité pour nous collecter les taxes et impôts. Et une fois que nous avons capacité pour nous collecter, nous budgétiser, et là, ça, nous sommes capables de retourner à Santé Cabrélé, et nous-mêmes en tant qu'agents économiques, nous-mêmes en tant que peuple, nous-mêmes en tant que citoyens, sous forme de biens et services. Et s'il y a une mauvaise désorganisation au niveau de l'État, ce sera vraiment difficile normalement pour que nous puissions parler, et ça n'a pris les jeunes jeudi à recettes, pour nous capables de mettre les recettes au niveau qui est plus ou moins acceptable. Or, et il y a une chose qu'il faut prendre en considération, et c'est que le potentiel fiscal haïtien est supérieur par rapport à ce qu'on nous présente aujourd'hui. Je vais expliquer. Supérieur pour la simple bonne raison. Moi-même, je pensais qu'un budget de 175 milliards de gouttes, franchement, nous avons plus la capacité normalement pour un budget qui est au-delà de 75 milliards de gouttes. Mais cependant, et la raison pour laquelle nous n'avons pas un budget qui est au-delà de ça, c'est parce qu'il y a trop de contrebande, il y a trop de corruption, il y a une mauvaise gouvernance au niveau de l'État. Et si on veut résoudre le problème, en amont, il va falloir résoudre le problème de la mauvaise gouvernance, résoudre le problème de San Capabré, les jeunes jeudi, d'échéances qu'on a retrouvées au niveau de frontières contrebande là, il faut nous résoudre ça, il faut nous lutter contre ça. Et une fois que nous luttons contre ça, nous allons mettre en place de nouveaux mécanismes capables aussi de collecter les taxes et les impôts. On va regarder que si nous avons un budget qui allait au-delà de 175 milliards de gouttes que nous toujours gagnons. Comment lutter contre la contrebande avec l'implication de majorité ou du moins en quantité de Santa Carélé, les grands dons du pays? Et bon, là encore, je pense qu'aujourd'hui, il faut que... Je ne vais pas dire qu'il y a un grand don dans le pays qui refuse de payer ni taxes ni impôts. Je ne vais pas dire qu'il y a un grand don dans le pays qui est en contrebande. Je vais dire tout simplement parce que nous avons l'État qui est faible. Et lorsque nous gagnons l'État qui est faible, nous gagnons un monde qui est à la tête de l'État, qui n'inspire pas confiance, on va toujours gagner des situations. Mais si vous avez des citoyens honnêtes et sérieux qui arrivent au timon des affaires, qui inspirent confiance à la majorité de la population haïtienne, je garantis, même si on a fait contrebande, même si on a dit pas payer taxes, la réfléchir en pile
avant que le prenne ensemble de décisions ça. Le problème, c'est pas grand donc pas le payer. Le problème, c'est parce que nous avons un État faible, pour ne pas dire un État failli, et nous avons des hommes qui sont à la tête de l'État aussi, qui ne veulent pas jouer leur rôle, qui ne veulent pas prendre des responsabilités que la Constitution leur incombe. Moi, parce que je ne veux dire, c'est pas mon parler, c'est l'État qui n'est pas en mesure pour faire mon pays. Est-ce que système noir qui sont système déclaratif, ça tout li pas nous pas un peu victime tout de système? Oui, non, c'est ça me dit normalement nous faut que nous ayons une nouvelle politique fiscale. Le système déclaratif, c'est-à-dire il revient aux citoyens normalement de déclarer ce qu'ils gagnent. Par exemple, on travaille pour 50 000 $. Et pour déclarer, vous travaillez pour 20 000 $20, 20 000 gouttes, 50 000 gouttes. Donc le système en soi, il y a un problème qui est fixé à la base. Donc on va penser que c'est changer pour nous changer politique fiscale là, c'est de nouvelles mesures appropriées pour nous prendre, pour nous capable de résoudre l'ensemble des problèmes qui sont liés à l'économie, qui sont liés et à la situation que nous avons vue aujourd'hui. On regarde après 10 jours pays Loclan, OK, quelques jours avant 7 février, le président républicain a rencontré les importateurs de cris. Quelques jours encore, dans l'occasion, dans le moment pays Loclan, on discours, par rappeler une date là exactement pour le ministre là, il parlait de des mesures qu'il prend pour capable réduire le train de vie l'État et puis descendre tout produit première nécessité. Parmi eux, il y a du riz qui peut descendre à 35 gouttes. Comme nous pas de chiffres devant nous là nous-mêmes, mais si nous prenons à la base, est-ce que ensemble de mesures ça yo capable de porter résultat et comment application est possible? Écoutez bien, dans un premier temps, je pense que ces mesures ne sont pas appropriées par rapport à la conjoncture économique que nous vivons aujourd'hui. Je vais expliquer pourquoi. Et première mesure qui était prise, c'est par rapport à Duria qui descend, qui passait de 50 gouttes à 35 gouttes. Et hier, j'étais avec mes étudiants en analyse microéconomique, on avait expliqué et quel serait l'impact de ces mesures normalement sur le pouvoir d'achat du consommateur. La question vernale, ce n'est pas une question de prix du riz descendre, c'est une question d'améliorer le pouvoir d'achat du consommateur haïtien. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas qu'à arrêter non dynamique seulement de descendre du riz, descendre l'huile, etc. Or, d'après les études qui ont été réalisées par plusieurs institutions internationales, on a constaté normalement le logement, le loyer représente une grande part normalement dans le pouvoir d'achat des consommateurs haïtiens. Donc, tu as dû intervenir là. Là, non. Donc, c'est-à-dire, écoutez bien. Maintenant, selon la théorie de la demande, il y a 3 éléments qui caractérisent la demande pour un bien. Premier bagage là, il y a d'abord goût et préférence. Deuxième élément, il y a d'abord le prix. Troisième élément, il y a ce qu'on appelle le revenu. C'est-à-dire que le revenu du consommateur. Si nous prenons par exemple quelqu'un qui travaille normalement au niveau San-Carabrélé de l'industrie textile en Haïti, donc on est normalement le salaire minimum il y a 350 gouttes. On est d'accord. 350 gouttes, c'est-à-dire normalement aujourd'hui que si le salaire minimum il y a 350 gouttes, normalement par rapport les salaires à 350 gouttes, le dollar il était à combien? Le dollar était à 67-70 gouttes. Aujourd'hui, le dollar est passé de 67 à 70 gouttes à 85 gouttes pour un dollar. C'est-à-dire déjà considérablement par rapport à cette dépréciation de la monnaie, c'est-à-dire que son pouvoir d'achat diminue même si le prix des produits de première nécessité pas de guettant augmenté. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Deuxième niveau d'analyse, on a normalement un taux d'inflation de 15,1%. C'est-à-dire que y a un monde qui t'a touché 350 gouttes par jour, c'est-à-dire que son pouvoir d'achat diminue de 15,1% chaque jour. Donc maintenant, si on veut résoudre ce problème, il ne faut pas chercher à diminuer le prix du riz parce que le panier de la ménagère ne constitue pas seulement le riz. Il y a un ensemble de biens que nous avons consommés. Peu importe, nous sommes capables de parler des biens normaux, des biens inférieurs, des biens supérieurs. Toujours est-il que nous avons consommé des biens. Maintenant, on monde comme ça, qui est avec un pouvoir d'achat qui est extrêmement faible par rapport à la dépréciation goutte là, il perdu au moins, il perdu $17 sous San Carabrélé, il était touché chaque jour. À cela, il faut ajouter aussi une inflation de 15,1%. Considérablement, le pouvoir d'achat diminue. Maintenant, si vous voulez améliorer le pouvoir d'achat consommateur, et pas durer pour changer, il faut qu'on touche un élément qui est important, qui est revenu. Alors, selon la théorie économique, de façon empirique, on a démontré si que nous gagnons normalement un taux d'inflation normalement qui allait à 15,1%, normalement, on devrait normalement améliorer ça normalement le salaire minimum. Améliorer le salaire minimum pour deux raisons. Un, c'est d'abord réduire l'inégalité sociale. Deuxième élément aussi, c'est améliorer le pouvoir d'achat. En dehors de ça, il y a une nouvelle dimension aussi au niveau du salaire minimum. Non, il y a améliorer. C'est ça, normalement, la norme sociale.
C'est-à-dire que créer des conditions favorables pour que les gens qui travaillent ou renforcer les capacités pour plus productives, pour passer d'un salaire minimum avec un salaire qui est plus ou moins décent. Donc, par conséquent, les entreprises tu bien plus de capacité pour produire et si entreprise a bien plus de capacité pour produire, l'État a bien plus de capacité tout pour collecter normalement impôt sur monde ça yo et tu as bien capacité aussi pour contrôler impôt normalement sur le chiffre d'affaires. Donc par conséquent, résoudre le problème du RIA n'est pas améliorer le pouvoir d'achat consommateur. Et pour moi-même, moi je trouve que mesures ça sont mesures qui sont inappropriées. Deuxième raison, c'est parce que normalement, l'on retirer 10% en TCA de 10% normalement sur 4 importateurs ou créons des zones ça y est sur le marché du riz. Parce qu'il n'existe pas 4 importateurs seulement sur le marché, il y en a d'autres importateurs. Et l'on favorise l'autre 10 pour l'autre. Au contraire, ça vient passer qu'on y a là, ça dit qu'il y a des désordres sur le marché. Or, selon la théorie, la loi de l'offre et la demande, c'est le marché qui va déterminer le prix. Si c'est le marché qui détermine le prix, autrement dit, le gouvernement aurait pu permettre normalement à ce qu'il y ait plus offre. C'est plus offre pour favoriser. Ça, c'est le deuxième niveau d'analyse. Troisième niveau d'analyse, et c'est que normalement l'offre qui ça ou normalement contribuer normalement à enrichir un groupe, un secteur au détriment de la population haïtienne. C'est-à-dire que et les paysans de la Tibonite comment sont en avec eux. Donc à court terme, mesures inappropriées et à long terme parce que normalement il faut aborder le problème sur le plan structurel, mettre en place de nouvelles politiques publiques capables aussi de résoudre le problème de la faim. Maintenant, est-ce que je ne dis à nous capables de dire que situation va changer? Je pense aujourd'hui les mesures qui ont été prises par le gouvernement, ces mesures ne pourront pas apporter la solution escomptée. Ok. Regardez, est-ce que je dis là, si on a regardé l'émission, bon m'aider à comprendre bagay ou du moins aider me comprendre. Là parler de désordre qui capable gagner sur marché, ça veut dire que si marché du riz à Jean-Pierre, si Jean-Pierre vend moins $100, m'a ka vendre $5, mais si m'achète le Jean-Marie m'achète $300, m'obligé qu'aimer même prix 50 gouttes là. Évidemment, bon Mexico, si on achète par exemple un importateur au descend et il retire TCA pour lui. OK, d'abord sur le marché, ils vendent $100 et puis importateur lui-même, il retire 10% pour lui, importateur décide de vendre à $80. Vous d'accord avec? Là, on est là. Maintenant, l'autre importateur aussi qui n'a pas bénéficié ça le TCA, il pas retiré pour lui-même, il toujours quitter le rapport à prix qui est sur le marché. Qui ça vient passer pour venir contre des organisations? Qui ça peut passer où les importateurs qui bénéficient de TCA, ils vendent en prix moindre, au contraire ça passer, ils pas arriver dans une situation normalement, ils peuvent forcer l'autre importateur qui pas bénéficier de TCA pour le rejoindre par rapport à prix qu'il fixe sur le marché. Or, l'on fait ça, ils viennent un désordre sur le marché. OK. Bon perd tout. Non seulement importateur qui pas bénéficier de TCA, ils vont à perte. OK. Ils vont à perte déjà. Et d'ailleurs, il n'a pas de capacité pour les produits. Or, selon la théorie microéconomique, normalement, on devrait laisser le marché déterminer le prix. Maintenant, si le gouvernement veut résoudre le problème, non, on se barre d'effet, c'est plus offre. Soit on accorder TCA pour tout le monde, ou bon importateur de Rio. De Rio gain TCA, ou bien au babaye du tout. Ou babaye du tout. Maintenant, il y a une analyse encore pour nous faire par rapport avec décision ça. Mais il ne faut pas oublier le budget 18-19, 55% de recettes dépendent de l'importation. Maintenant, leur diminuer 10%, il va avoir un impact considérable. C'est-à-dire, ensemble des prévisions que l'État a fait, la prévision ne peut pas respecter. Autrement dit, si l'État prend ensemble de décisions, il faut que normalement à toucher le budget. Il faut pas oublier que le budget est arrivé dans le Parlement, il retourne là encore. Chambre député avait le tourner. Il va le tourner encore. Maintenant, qui ensemble des mesures qui prend au niveau du budget pour que normalement, il respecte qui sont 10% de TCA. Pour moi-même, parce que ce sont des mesures inappropriées et qui ne peuvent pas bailler résultat escompté. Qui c'est qui la cause nous avons une économie qui est en souffrance à niveau ça? Ah ben donc bon, premier élément, mauvaise gouvernance. Deuxième élément qui fait le pays arriver dans la situation que nous vivons là, l'économie haïtienne. En dehors de mauvaise gouvernance, nous retrouvons aussi que facteur de production n'est pas au rendez-vous. On parle de facteur de production ou insister sur le mot produit en pile dans toute intervention. Production, produit qui ça? Mais, quand je parle de la production, je ne parle pas... de la production nationale? Il n'y a pas seulement la production nationale. Écoutez bien. Et moi-même, je suis de ceux qui croient au fait qu'il faut relancer la production. Mais c'est le système productif. Parce que la production, écoutez bien, la production ne concerne pas seulement l'agriculture. Pour la simple et bonne raison, parce que les rendements d'échelle sont décroissants. Je donne un exemple. Ou pour on mamite maïs, ou planter
année ça, il y 5 mamites maïs, mais l'année prochaine, l'on replanter sous même temps encore pas 5 mamites maïs. C'est-à-dire que normalement nous avons un rendement d'échelle qui est décroissant. Donc c'est-à-dire si nous avons un rendement d'échelle décroissant, normalement nous ne pouvons pas miser d'abord sur l'agriculture pour relancer d'abord la production nationale qui a un impact considérable d'abord sur le taux d'échange et la balance commerciale. Il faut repenser le système productif haïtien. Qui ça met là-dedans? Il faut qu'on aille vers l'industrialisation. Et pour nous aller vers l'industrialisation, il va falloir que la BRH aussi mette en place des politiques incitatives via à la Banque centrale, il y a des instruments de politique monétaire capables de toucher, taux de réserve obligatoire, taux de trait directeur, ils sont capables de diminuer, permet aussi que le coût, le loyer de l'argent est très faible et il y a assez de moyens pour nous aller produire des industries, etc. Et c'est la seule façon que nous sommes capables de sortir. Parce qu'un pays qui ne produit pas, je vous assure que c'est un pays normalement qui ne pourra pas permettre à la population de vivre, d'améliorer leurs conditions, etc. Ce n'est pas production nationale, ce n'est pas agriculture seulement, mais il faut nous repenser le système productif du pays. La dévaluation de la gourde par rapport aux monnaies locales, par rapport aux monnaies internationales ou dollars américains de préférence. Question d'évaluation gourde là sont politiques au niveau pas nous là nous chitons ensemble. Bon, mais je pense que alors il y a 3 facteurs qui entraînent la dépréciation de la monnaie nationale. Et c'est vrai qu'on n'aura pas assez de temps sur le plan pédagogique pour expliquer. Premier facteur nous gagnons, nous regardé là, nous gagnons d'abord, c'est dit la balance des paiements. Lorsqu'on est dans un pays où la balance des paiements est déficitaire, et la balance des paiements comprend 2 éléments, la balance des transactions des comptes courants, c'est-à-dire que au compte ça vient passer, il est déficitaire. Et si le déficitaire normalement, on a besoin d'un plus good, plus devises, on a besoin plus devises étrangères. Et maintenant, qu'est-ce qui a causé ce déficit de la balance des paiements? C'est l'histoire de la caravane. Caravane? Ah, mais of course, c'est caravane. Non. Et caravane, non seulement crée une situation, il y a un déficit de la balance des paiements, caravane changement? Caravane changement, mais aussi les creuser. Parce que il n'est pas budgétisé. Les creuser, évidemment aussi, il y a un déficit budgétaire qui est excessif. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons gagné, premier trimestre, nous avons gagné 10 milliards, un déficit de 10 milliards de gouttes, et qui va avoir un impact considérable sur l'État, parce qu'il va falloir que la Banque centrale aussi finance ça, le financement monétaire. Donc, c'est-à-dire que nous allons gagner normalement plus, ça ne capable de good, et nous gagnons plus de demande pour dollars pour l'ensemble des biens et services que nous consommons au niveau de la caravane, qui va avoir un impact considérable sur le taux d'échange. Deuxième élément aussi, il y a ce qu'on appelle le différentiel d'inflation. Différentiel d'inflation qui est lié par rapport à la balance commerciale. Qui ça veut dire tout simplement différentiel commercial? La plupart des partenaires commerciaux que nous gagnons, ça n'est capable de rapport commercial ensemble avec eux, quand nous prenons par exemple la République dominicaine, etc., nous-mêmes nous avons 15,1% et eux-mêmes ils ont un taux d'inflation qui est inférieur par rapport à 15%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que normalement, le consommateur haïtien aura plus tendance normalement à acheter du peso pour aller en République dominicaine pour effectuer des transactions, pour acheter commerce, pour acheter tout le bagage. Qui vient non seulement qui a un impact d'abord sur la balance commerciale, mais également aussi pour un impact considérable, normalement, ça relève le taux d'échange. Donc, par conséquent, pour résoudre ce problème en amont, il ne s'agit pas seulement de la production. Et à cela, il faut ajouter aussi les effets spéculatifs. Parce que, bon, par exemple, très clair, moi-même en tant qu'agent économique, par exemple, demain matin, dollar, goud là, il n'y a pas apprécié. Si je me dis que je gagne un goud, qui ça me gagne? J'ai tendance pour me prendre goud là, pour m'acheter, dollar, pour me conserver. Et en dehors de ça aussi, il faut voir aussi le taux rémunérateur de la monnaie. C'est-à-dire que normalement, si le taux d'intérêt rémunérateur est élevé par rapport au dollar et en dollars qui est goud là, moi j'ai plus tendance à prendre goud là, acheter dollar, placer dans l'institution financière qui a un montant d'intérêt qui est plus ou moins élevé. Or, selon la théorie de l'anticipation rationnelle, c'est que l'agent économique a tendance toujours à mettre cobli non monnaie qui inspire plus confiance. D'où, par conséquent, voici un ensemble de problèmes qui sont liés par rapport à la dépréciation de la monnaie. Maintenant, la dépréciation de la monnaie, c'est pas le fait seulement de ne pas produire, il y a un peu l'économie qui dit, mais en dehors de ça, il faut ajouter aussi les effets spéculatifs de la monnaie. Comment stabiliser le marché d'échange? Il y a un moyen? Oui, comment? Je pense que oui, qu'il y a un moyen. Il y a un moyen de stabiliser le marché d'échange. Pour un moyen qui gagne, c'est qu'à court terme, il faut que normalement il y ait des mesures qui prennent au niveau de la banque, au niveau normalement du gouvernement, normalement pour empêcher que nous creusions trop de déficits budgétaires, déficit de balance commerciale. Deuxième bagage qui gagne, parce qu'il faut que la Banque centrale joue le rôle comme étant régulateur pour empêcher à ce qu'il y ait trop de manœuvres spéculatives par rapport aux banques du second degré. Troisième façon, il faut relancer normalement la machine industrielle
relancer la machine industrielle et également aussi la machine agricole. OK. Là, parler de banque second degré ou faire référence avec les banques commerciales. Je fais référence à la banque commerciale. OK. Et maintenant, et injection BRH, dans nos situations, ça, qui ça vous sévit? Eh bien, c'est vrai que la BRH fait un pile effort. Il fait un pile Ok. effort pour la simple bonne raison, parce que quelque part, si la BRH a codé, le gouvernement, via A le ministère des décollé. Finances, pas capable de décoder. OK. Si on injecté, parce que le gain, c'est la stabilité du taux de change. Et puis, on fait le tout, il pas être sur le marché par rapport à des politiques et des instruments de la politique monétaire comme open market, etc. On fait des injections. Mais cependant, pendant qu'il a fait ça tout, faut que l'exécutif là, via le ministère des Finances tout, pas creuser déficit. Faut pas creuser déficit de balance commerciale là. Parce que nous pas produit, nous n'avons pas la capacité aussi de satisfaire la demande intérieure, qui peut faire pression sur la demande, qui peut créer taux de changeant, Jean-Wally Jodia, fait taux de changeant augmenter. Donc, faut on stabiliser taux de changeant pour stabiliser la Banque centrale a toujours rôle comme régulateur, mais quelque part aussi, il faut que l'exécutif aussi joue rôle, il faut qu'il pas décoder, il faut qu'il pas creuser trop de déficit budgétaire. On nous conclut. Ben, merci infiniment, Verna. Merci à Radio Télé Pacifique de m'avoir accordé l'opportunité de participer à l'interview. Et je pense qu'on aura le temps aussi de débattre d'autres sujets de l'actualité, surtout sur le plan économique. Merci beaucoup, Jean-Claude Ndabdi tout à l'heure. Merci, économiste James Louis. C'est un plaisir tout pour nous te gagner en matin avec nous dans l'émission L'Interview jeudi. Restez avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation.